Donc, médias et football, hein, mariage d'amour, mariage de raison, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Ce sera la question globale. Hein, dans la question générale, le foot, pourquoi hein, il me semble que la question médiatique est essentielle, hein, donc c'est normal qu'on joue une finale finalement. Alors, dans ce cadre-là. Alors, à ma droite, Nathalie Yanetta, journaliste. Ouais, est-ce qu'on est journaliste? C'est une vraie question. Est-ce qu'on est journaliste à vie ou on disparaît après de la profession? En tout cas, j'ai plus de carte de presse. Voilà. Mais tu reprends pour la Coupe du Monde. Oui, mais juste pour un mois. Pour un mois, oui. Donc, ex-journaliste. Donc, mais notamment, on va beaucoup parler de l'expérience Canal+, qui est quand même 2 décennies, même peut-être un peu plus. Voilà. Donc, et puis je passe les autres éléments de ta biographie, mais donc évidemment ta présence est extrêmement importante. Et à ma gauche, Jean-François Diana, mon collègue et ami de l'université de Lorraine. Hein, qui travaille sur notamment, sciences de l'information et de la communication, et notamment sur les questions de dispositifs d'écriture journalistique. Je voudrais simplement citer l'ouvrage que tu as co-dirigé avec 2 autres collègues, Journalisme sportif, méthode d'analyse des productions médiatiques. C'était chez De Bock en 2015, et tu viens de me dire qu'il a écrit dans le Fluide glacial un article, oui, important quand même, hein, sur... Fluide glacial fait aussi un numéro spécial sur la Coupe du Monde, comme beaucoup de médias. Ça aussi, c'est un premier élément, c'est qu'il y a quasiment tous les médias, j'ai vu les Inrock 2 qui ont fait quelque chose aussi. Voilà, donc tous les médias passent par ces numéros spéciaux, ce qui est déjà aussi une véritable entrée en matière. Alors, quelques questions préalables avant que l'une et l'autre ne réagissent à mes quelques propos liminaires. D'abord, il me semble qu'en tant qu'historien, il y a une dimension du temps, une dimension diachronique. C'est la suivante. Il y a une convergence, me semble-t-il, parallèle entre football et médias à un moment donné qui est les années 80. Avant, donc, ta période Canal, c'est-à-dire une convergence qui fait que depuis le début des années 80, il y a une montée en puissance des médias qui deviennent de plus en plus diversifiés, de plus en plus variés, et une montée en puissance de la place du football dans la société française, et même on pourrait bien sûr élargir. Donc comment expliquer ces 2 phénomènes concomitants qui font qu'aujourd'hui, voilà, football et médias sont 2 pôles extrêmement puissants de nos quotidiens respectifs. Je rappelle simplement, parce que c'est une époque révolue, mais que le premier téléfoot, tu as présenté Jour de foot, mais le premier téléfoot, c'était 1977. Hein, on ne voyait pas les buts, il y avait une rubrique qui s'appelait les buts venus d'ailleurs, où quelque part on regardait le football allemand, etc. Mais avant, c'était assez rare. Je rappelle le premier match de championnat télévisé, il n'y en avait jamais eu avant, c'était 84, Nantes-Monaco, qui est devenu célèbre. Alors, chaque fois qu'il y a un Nantes-Monaco, on se rappelle que ça a été la première affiche de Canal. Et peut-être y a-t-il une seconde génération, c'est la question qu'on pourra se poser, autour de la création de beIN Sport en 2012, où là, on a une accélération qui fait que ce n'est pas un match, mais c'est tous les matchs. Hein, donc, peut-être 2 générations d'émergence, c'est un premier faisceau de questions qui peut être posé. Le deuxième, c'est aussi qu'on assiste en quelque sorte à ce qu'on pourrait appeler une footballisation de la société, ne serait-ce que par le langage. C'est-à-dire que, quelque part, dans la vie politique, on va dire, on adresse un carton jaune au gouvernement, on va tacler tel homme politique, etc., etc. Donc tous ces mots du football qui étaient complètement confinés, liés à un milieu donné, a complètement ressurgi, réapparu dans d'autres espaces, etc. Et donc, du coup, on peut dire aussi qu'il était impensable, par exemple, que le journal Le Monde fasse sa une sur le football dans les années 60, 70 et même 80. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément exceptionnel et ça arrive assez régulièrement. Donc, on assiste aujourd'hui à un flux médiatique 24 heures sur 24. Nous sommes ici tous quasiment passionnés de football, professionnels aussi pour certains. On a une veille médiatique qui fait qu'à tout moment, lorsqu'on allume la télévision, on est effectivement en phase avec du football. Donc cette consommation, je dirais même cette surconsommation, contraste nettement avec la rareté des années 70. Avec la rareté qui faisait qu'on ne regardait que la finale de la Coupe de France et encore quelques matchs de Coupe du Monde et quelques matchs internationaux. Donc, que s'est-il passé? C'est un peu la question que je voulais vous poser à l'une et à l'autre. Que s'est-il passé, peut-être à partir de ton expérience, mais que s'est-il passé aussi à partir des modes d'écriture aussi, en quelque sorte, hein, comment est-ce qu'on regarde un match de football aujourd'hui? Est-ce que ça a changé? On regarde un match différemment lorsqu'on le regarde à la télévision ou pas? Voilà. Et puis, la temporalité d'un match a changé aussi
à la lumière des médias. Un match, c'est 90 minutes, mais aujourd'hui, on se rend compte que ça commence bien avant, parfois, et que ça se finit bien après, avec le débrief, et que finalement, les médias ont transformé la durée d'un match, d'une certaine manière. Hein, et peut-être que là aussi, ce point de départ de ce qui pourrait s'appeler les talk-shows, les débriefs, les après-matchs qu'on retrouve à la radio, à la télévision, voire sur le net, ont peut-être commencé avec 98. C'est une question que je pose, hein, avec notamment Sacomano, et peut-être qu'il y a d'autres exemples. Ça, c'est une question naïve que je te pose, avec cette apparition des experts, plus ou moins, ayant anciens joueurs, journalistes, universitaires, etc., qui se retrouvent un peu partout, radio, télévision, et même presse écrite et réseaux sociaux. Et dans ce contexte-là, autre question, est-ce que les réseaux sociaux ont amplifié le phénomène? Est-ce qu'il y a une dimension nouvelle avec les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est un média de plus? Et d'autre part également, cette capacité, comme tous les médias, à trouver leur place. La radio continue très largement, la télévision a toute sa place, Internet, réseaux sociaux, et même la presse écrite avec l'équipe. Donc tous ces éléments font que chaque média va trouver un élément. Je pense que l'équipe est extrêmement bien placée sur aujourd'hui un type même de discours médiatique par rapport à ça. Et enfin, dernier élément, je passe bien sûr les exorbitants droits télévision qui sont très très nets, et puis aussi, on en avait parlé avec François, qu'est-ce que ça nous dit lorsqu'un match tel que Real-Barça du 23 décembre 2017 est joué à 13h, qu'un Nice-Paris Saint-Germain du 18 mars 2018 est joué à 13h. Donc ça me rappelle, moi, en histoire, un match que connaît bien Pascal, c'est le match entre Mohamed Ali et George Foreman en 1974, qui est joué au cœur de l'Afrique à Kinshasa, sans oublier que le public américain doit regarder ce match, donc le match se joue à 3h du matin. Voilà. Est-ce qu'un jour on jouera un match à 3h du matin pour les médias à ce moment-là? Voilà, donc quelques pistes comme ça. C'est beaucoup de pistes quand même. Hein. Voilà, Nathalie, à toi, maintenant. Alors du coup, on ne sait pas par quoi commencer, donc... Tu choisis. On va commencer par la concomitance de l'émergence de télévision nouvelle avec l'exposition, la surexposition du football. Ça date effectivement de 84, arrivée de Canal+, qui a un modèle crypté, payant, c'est la première fois. Il faut donc donner à voir des choses que les clients et non plus les téléspectateurs n'ont pas l'habitude d'avoir ailleurs. Les deux créneaux à ce moment-là, enfin même trois pour être tout à fait honnête, c'est le cinéma. Il y avait beaucoup de films de cinéma sur Canal, c'est le football et c'est le film de cul. Et là, d'un seul coup, se met en place un partenariat, parce que c'est vraiment de ça dont on parle, entre la Ligue du football professionnel et Canal+, qui deviennent des partenaires et qui, d'une certaine manière, se sont nourris l'une l'autre. Canal avait besoin de ce feuilleton, parce que c'était quasiment la première série qu'on pouvait suivre toutes les semaines sur Canal. Et la Ligue avait besoin de ce diffuseur exclusif et permanent parce que ça l'a aidé à développer son football grâce à la manne financière des droits télé. Ensuite, il y a eu une deuxième vague, la vague internationale. Là, on arrive au milieu des années 90 où nos joueurs français commencent, quelques-uns, à partir jouer à l'étranger et où on se dit il faut créer une émission pour suivre et pour voir ces joueurs. Cette émission, c'est l'équipe du dimanche. Elle naît en 1994. Personne n'a jamais écrit sur l'importance qu'a eu l'équipe du dimanche pour France 98 et notamment pour Aimé Jacquet et ses adjoints, parce que c'était le rendez-vous où ils pouvaient voir tous ces internationaux. C'était très important aussi pour les joueurs de foot et leurs familles, parce que c'était le point de rendez-vous, c'est là qu'on les voyait, parce qu'à l'époque on ne diffusait pas encore tous les matchs des championnats étrangers. La deuxième vague des championnats étrangers, elle vient après 98, parce que là, vraiment, forcément, on voulait suivre nos champions du monde, et Canal a acheté les droits de retransmission de la Liga, de la Serie A, de la Première Ligue et de la Bundesliga. La troisième vague, nous y sommes, c'est la vague des réseaux sociaux, c'est la vague d'Internet, où mon fils est capable de regarder un match de deuxième division allemande commenté en tchèque sur une télé bulgare, le tout en trouvant tout ça sur Internet, parce que c'est ça qui l'intéresse, c'est le ballon, c'est plus le commentaire. Et ça pose d'ailleurs un vrai sujet sur la place des journalistes de sport aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont réellement une valeur ajoutée? Est-ce qu'ils sont en train de devenir beaucoup moins que ça, puisqu'après tout, on se rend compte que la nouvelle génération, ce sont les stars et le football qu'elle veut voir, peu importe le commentaire. Le commentaire, il continue à conserver toute sa place dans des moments d'exception. Ce qu'on va vivre ce soir, une finale de Ligue des Champions, ce qu'on vivra pendant la Coupe du Monde. Et c'est aussi pour ça qu'en France, il y a encore ce fameux décret européen qui nous impose de diffuser un certain nombre d'événements sportifs en clair. C'est le décret le plus large d'Europe, qui
couvre le plus de disciplines et de compétitions possibles et qui exige qu'une compétition comme la Coupe du Monde par exemple, même si beIN Sport a les droits par exemple intégral exclusifs, ne peut pas être seule à diffuser une compétition comme celle-là. Ta pratique de journaliste, elle épouse 98. Est-ce qu'elle a changé? Est-ce que 98 a changé quelque chose dans la manière de faire du journalisme oui. Oui, elle a changé la manière de faire les choses parce qu'elle a changé le nombre de téléspectateurs derrière l'écran. Moi, je dis toujours qu'il y a 98, c'est le début et la fin. C'est la fin pour toute une génération, la nôtre, de ce football romantique où on ratait systématiquement la dernière marche, où on était les meilleurs sur le terrain mais des beaux perdants. On a enfin réussi à gagner et du coup ça a drainé tout un tas de supporters et c'est ça le début qu'on ne voyait pas beaucoup dans les stades avant, lorsque nous, supporters de football, nous étions là avant 98. Et du coup il y a eu beaucoup plus de téléspectateurs, beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus d'exigences. Donc oui, forcément on a changé notre manière de travailler avant et après 98 parce que être champion du monde pour un pays comme la France, c'est plus qu'un titre, c'est une forme d'ouverture à cette culture foot qu'on n'a pas dans ce pays. Bon, malheureusement, 20 ans après, on constate qu'on ne l'a toujours pas. Pas beaucoup, en tout cas. Bon, c'est comme ça. On a une culture sport qui est très en deçà de certains autres pays européens. Je pense en particulier à l'Allemagne, aussi à l'Angleterre et évidemment à l'Italie et à l'Espagne. Donc oui, il y a eu un changement, y compris dans le plus mauvais, c'est que d'un seul coup, vous en avez parlé dans l'introduction, un certain nombre de médias qui n'étaient pas des médias spécialisés ont commencé à s'intéresser au football. Et les hommes et les femmes politiques aussi, enfin surtout les hommes. Et résultat des courses, on n'est évidemment pas à l'abri d'avoir un avis sur le football, donc en gros, pas forcément une expertise, pas forcément quelque chose de pertinent et de brillant, mais d'un seul coup, notre équipe de France est devenue un emblème national. Et on en a fait un film formidable d'ailleurs. Pascal a fait un film formidable sur le France 98, l'immigration, la place que d'un seul coup on a voulu faire jouer à cette équipe de France 98 Black Blanc Beurre pour le meilleur et pour le pire d'une certaine manière. Le meilleur c'était 98. Le pire, c'est évidemment 2001 et le France-Algérie. C'était la même génération, c'était les mêmes joueurs, c'était les mêmes supporters. Et on voit bien qu'à partir du moment où on a essayé, où on s'est dit « Ah, c'est formidable, on a une équipe black, blanc, beurre », ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on avait les blacks d'un côté, les blancs d'un côté, les beurres d'un côté. On a commencé à compter et on a fini, on n'était plus une équipe. Voilà. Alors on a effectivement, autour de cette évolution, me semble-t-il, le risque peut-être, on va poser la question à Jean-François aussi, c'est de savoir que peut-être à un moment donné, ce trop-plein peut aboutir à une sorte de saturation. De saturation qui, par exemple, se traduit notamment dans tout ce qui est autour du football. Il y a eu la saturation peut-être de l'affaire Jacquet en 98. Est-ce que l'affaire Jacquet, c'était quelque chose de comparable avec les affaires du... Et je donne la parole à Jean-François. Moi, j'ai un avis sur cette question, notamment sur 2002 plus que sur Jacquet. Mais... Voilà, mais effectivement, dans 98, on ne peut pas analyser 98 sans prendre en considération cette dimension médiatique qui, au départ, était une attitude un peu de bravade vis-à-vis du sélectionneur, qui fait que dans le dispositif d'écriture journalistique, il y a eu cette attitude qu'on peut parfois retrouver, peut-être avec des différences, dans l'affaire Benzema ou dans d'autres affaires qui sont des feuilletons médiatiques, en quelque sorte. Je ne parle pas du fond, je parle simplement de la manière de faire. Jean-François, autour de ça, est-ce que tu peux... Oui, alors évidemment, je vais revenir là-dessus, mais c'est un peu l'accomplissement ou même l'aboutissement de tout un processus, parce que comme on le disait, le football en particulier et le sport en général, c'est un phénomène social total qui extrémise tout ce qu'on peut trouver dans la société. On a trop dit par exemple que le sport en France, et c'est pour ça que la France est un peu en retrait par rapport à d'autres pays européens, que le sport, un sport comme le football, par exemple, ne pouvait pas, par exemple, faire entrer des considérations politiques et culturelles, alors que ça se fait dans d'autres pays. Bon, on a compris maintenant que c'est globalisé et qu'en plus d'être globalisé, il y a une forme d'extrémisation dont les manifestations sont ce que tu évoquais à l'instant. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que dans le football, qui est un sport apparemment simple, donc apparemment lisible par tous, apparemment qu'un public élargi peut suivre, et ce qui n'est pas le cas parce que c'est plus compliqué qu'on l'imagine, les vrais spécialistes vous le diraient, eh bien toutes les affaires de la société sont entre. Il y a de la politique, il y a de la culture, il y a de l'économie, il y a de l'art,
de l'esthétique. Et il y a aussi de la narration. Et il y a de la dramatisation. La narration. Voilà. Et c'est d'autant plus complexe à penser que c'est aveuglant. Et on l'a vu avec Canal, on l'a vu avec d'autres chaînes, c'est un phénomène proprement aveuglant, visible, et plus il est visible, moins il est pensable. Il est devenu quasiment un objet impensable. Et c'est quelque chose dont on se rend compte. Donc, plutôt que de répondre particulièrement sur les cas comme Jacquet, mais voilà, je voulais situer le contexte d'un point de vue global et un peu le contextualiser, parce qu'on se rend compte vraiment de cette idée qui consiste à dire, ou alors de cette question qu'on pourrait se poser, mais qu'est-ce que je fais quand je regarde un match de football? Qu'est-ce que je vois? Alors, dans l'art, il y a des gens qui ont réfléchi là-dessus. Daniel Arras, par exemple, si vous lisez un peu Daniel Arras, il a écrit un très beau livre qui s'appelle « On n'y voit rien ». Et il dit quand je vois un tableau, je vois que dalle. Bon, et... c'est après. Non, mais Pascal. Mais c'est quand même ça, cette idée, qui consiste à dire, mais la plupart du temps, quand je regarde un match de football, je ne vois rien. Ah si, je vois la télévision. Voilà. Je regarde la télévision. Et je regarde un autre match que ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'il y a eu des Jean-Paul Jaude, il y a eu des réalisateurs qui jouaient sur l'esthétique du fragment, sur l'esthétique du clip. On va peut-être juste dire qui est Jean-Paul Jaude pour les gens qui sont dans la salle. C'est le réalisateur historique des matchs de Canal+, celui qui a rajouté des caméras, celui qui a fait des travelling, celui qui a mis des micros sur les bancs. Celui qui a hyper fragmenté. Voilà, qui a d'une certaine manière créé la nouvelle manière de filmer, de voir, donc de consommer ou pas le match de football. Oui, de lire d'une autre manière. De l'écrire. Voilà. De même qu'on peut avoir plusieurs écrans avec plusieurs matchs de football en même temps aussi. Ça, c'est maintenant. C'est ce qu'on appelle le deuxième écran. Le deuxième écran. Non, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en collusion. Par exemple, on peut dire que le sport de haut niveau, qu'est-ce que c'est? C'est une extrémisation de la société. On prolonge un peu ce qui a été dit ce matin. Ce matin, il a été dit, mais on demande aux joueurs de football d'être un peu plus moral que des hommes politiques ou que des capitaines d'industrie. C'était honteux de leur faire penser ça, non? Oui, il faut pas dire des choses comme ça. Donc, il n'y a pas plus de morale dans le sport qu'il y en a. Il n'y en a jamais eu de morale. Il suffit de lire il y en a, mais il ne doit pas y en avoir davantage, en tout cas. Mais enfin, en tout cas, il n'y en a pas plus que dans l'économie, il n'y en a pas plus que dans la politique, il n'y en a pas plus que dans les rapports humains, dans différents types de rapports humains. Mais néanmoins, la spécificité du sport et du football, qui a quelque chose d'universel, c'est d'extrémiser un peu tout. C'est une expression... Et d'hystériser d'une certaine manière. Oui, quelque chose qui est d'extrême, c'est-à-dire quelque chose qui est pas ordinaire. Alors, on croit qu'on comprend les choses, mais on ne les comprend pas. On croit qu'on peut jouer au football, mais on ne peut pas jouer au football. Ou on joue à notre niveau. On croit qu'on interprète, et d'ailleurs, tu vois. Ça, à mon sens, un impact sur le jeu et sur lui-même. L'hystérisation, l'extrémisation, poussée à outrance, c'est l'équipe de France de 2002. Elle est championne du monde en titre, elle est championne d'Europe. Le championnat d'Europe 2000, il marche sur l'eau, c'est la plus belle des générations, vraiment. Ils arrivent rincés au-delà du réel parce que c'est devenu les Harlem Globetrotters à ce moment-là du football mondial en Corée, avec Zidane qui sur une patte, et même Zizou sur une patte, c'est quand même moins bien qu'un Zizou sur deux pattes. Et un dispositif médiatique, une folie furieuse autour d'eux, du marketing, des pubs, du diffuseur principal qui était TF1 à l'époque, je me rappelle, Jean-Pierre Pernaut et Flavie Flamand qui faisaient une émission. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans le foot, on avait vraiment déplacé, on avait pris que populaire, dans le sport populaire, pour en faire quelque chose de grand public. Résultat des courses, arrêt Buffet, premier tour, 0 but marqué, une tragédie d'un point de vue pour le coup économique et marketing, parce qu'ils ont laissé leur chemise, certains sponsors. Oui, puis le récit n'était pas beau. Et c'était tragique. L'histoire n'était pas belle. Donc ça a une influence, parce que je pense que toute l'hystérie qui a accompagné les Bleus post-2000 a forcément une répercussion sur eux, sur leur préparation, sur leur concentration. Est-ce qu'ils étaient devenus plus que des footballeurs? Et du coup, ils ont oublié d'être des footballeurs. Et ça s'est vu. Ils n'ont pas joué au football. Donc ça peut avoir une incidence. Parce que cette génération-là, elle n'était pas préparée à cette espèce de dinguerie qui leur est tombée sur le rable. Ils ont été totalement dépassés par cette
ultra médiatisation, cette pipolisation. Enfin, moi, je me souviens d'avoir vu Fabien Barthez sur un yacht avec Linda Evangelista pris en paparazza. On se disait, mais où est-ce qu'on est tombé là? Moi, c'était mes copains. Je me disais, mais c'est pas possible, leur vie a changé. Tout a changé. J'étais à Canal, tout a changé à ce moment-là. Tout pour eux a changé. Leur vie a changé. Et ça a eu une influence et une incidence, je pense, sur leur manière de jouer au football. Après, c'est le reflet équivoque d'une société. Je veux dire, si on reprend par exemple sur la médiatisation, il faut vraiment faire la distinction. Moi, j'essaie de la faire. Hein, la distinction entre la pratique sportive et la représentation du sport. Ce sont deux choses différentes. C'est vrai que je travaille, même si j'aime le foot, même si je joue au foot, même, etc. On a joué ensemble. Il y a quand même une vraie différence entre l'image et l'objet et la réalité. En tout cas, les représentations qui sont suscitées par des événements. Et en analysant des tas et des tas de matchs et en mettant en adéquation avec ce qui se passe sur le terrain, on se rend compte que souvent les médias racontent tout à fait autre chose. Et c'est cette autre chose qui s'est imposée aux yeux du grand public et d'un public tout à fait élargi. C'est exactement ça. Prenons d'un point de vue quantitatif les loupes, les gros plans, les statistiques, le domaine de chiffres, l'humain qui disparaît. La liste de performance. Voilà, cette fameux truc, tu sais, qui s'appelle Oximo, enfin je sais plus pourquoi, j'avais entendu Michalak au rugby qui disait « Nous maintenant, notre préoccupation, c'est les stats ». Donc quand il y avait des arrêts de jeu, ils allaient sur le bord du terrain, ils faisaient des sprints et dans sa feuille individuelle, de performance individuelle, il y avait « Il a fait tant de sprints, etc. » Et chaque fois qu'il y avait un arrêt de jeu, tu voyais des joueurs qui faisaient des sprints, etc. Donc c'est la quantification qui est importante. Et la dimension corollaire, c'est ça. On ne peut pas reprocher aux médias de rendre visibles les choses. Mais alors, éblouissant, moi j'ai un regard un peu critique par rapport à ça. Éblouissant, c'est-à-dire aveuglant au point d'oublier ce qu'est l'événement. Et il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre, pour employer une métaphore, de la chasse à l'obscurité. On chasse l'obscurité, on chasse le noir, les zones sombres, etc. L'obscurité sur un terrain de football, elle surgit d'elle-même. Oui, mais par exemple à Canal, la zone d'ombre. Les premières, c'est les vestiaires. Hein, la zone d'ombre d'un joueur, elle finit. C'est un oxymore, mais par être en pleine lumière pendant 90 minutes si elle doit apparaître. 2006, c'était une belle chose. Évidemment 2006, évidemment Zidane, évidemment Suarez, évidemment Bilic. Enfin, on en a plein des exemples comme ça, parce qu'à la fin de la fin, nous, peut-être que les médias, on essaie de raconter une autre histoire pour embarquer l'audience, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est de ça dont on parle. Non, mais c'est de ça que il faut emmener les gens de plus en plus avec devant l'écran le plus longtemps possible. Pour les spots publicitaires, à la fin, ça coûte excessivement cher de diffuser une compétition, donc il faut la rentabiliser. Mais il y a une limite et ça, cette limite-là, Dieu merci, je ne sais pas qui la franchira, personne, je pense, c'est que la réalité du terrain restera la réalité du terrain. On ne pourra pas raconter une histoire que les joueurs ne sont pas en train d'écrire sous nos yeux. On en parlera tout à l'heure, mais ça veut dire que tu es un peu contre le vidéo arbitrage. Je suis totalement contre. Bon, d'accord, on peut s'entendre là-dessus. Totalement. Mais il y a. Ils s'entendent sur beaucoup de choses, c'est ça le problème. Militaire italien de deux côtés qui joue. Enfin, bon. Simplement, moi j'ai une question, après on donnera la parole à ça pour. On a encore le temps, d'accord. C'est bien quand même les questions à la salle. Oui, on va je dis pas demander. que les questions sont cons, c'est pas ça, mais les questions de la salle, c'est toujours sympa, non? C'est pour ça que je demandais au patron. Voilà. Mais j'en ai juste une avant. C'est la question de l'émotion. C'est-à-dire, est-ce que ces nouvelles écritures médiatiques, ces nouvelles formes médiatiques, est-ce qu'elles permettent est-ce que l'émotion a changé ou est-ce qu'elle permet d'avoir plus d'émotion sur tous ces écrans, écouter à la radio avec de nouvelles manières de faire, regarder sur YouTube? Est-ce que l'émotion a changé? Est-ce que ça permet d'avoir plus de plaisir à regarder un match, puisque tu parles de ça aussi? Je pose la question à tous les deux. À titre personnel, non. Enfin, pas pour moi. En revanche, ce qui a changé, c'est la durée de l'émotion. C'est-à-dire que comme il y a eu une multiplication de formats qui ont suivi les matchs, quand vous avez une émotion ultra forte sur un match qui vient de se terminer, vous avez envie que cette émotion elle dure, et là maintenant vous pouvez partager cette émotion plus longtemps, parce qu'il suffit de se brancher sur n'importe quelle, soit radio, soit télé, et on revoit et on repartage, et voilà. Et c'est la seule différence, je pense. Après, moi, mon émotion, elle est
quasiment la même quand je regarde un match à la télé que quand je suis dans un stade. La différence, en revanche, c'est le partage dans un stade. Ce qui est génial, c'est que vous allez embrasser quelqu'un ou vous engueuler avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas 10 minutes, 15 minutes, 90 minutes avant. Alors, normalement, chez vous, les gens avec lesquels vous regardez le match, vous les connaissez un peu. Parce que finalement, on se rend compte qu'il y a plusieurs manière, grâce aux médias, de ressentir des émotions. Moi, je sais que c'est la radio qui a été, dans les années 70, un vecteur extrêmement puissant. Des voix qui s'enflamment sur un but qu'on ne voit pas. Ouais. Mais par la voix, simplement la narration, il y a une sorte de passage qui d'ailleurs n'a pas disparu, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, parfois certains regardent les matchs sans le son. Oui. Et oui. Il y a donc une distorsion de la consommation et je pense que par rapport aux années 80, milieu des années 80, aujourd'hui la jeune génération elle a le choix du décor dans lequel elle va regarder le match. Et il est vaste. Alors sur la question on en revient toujours à la question des limites et de l'extrémisation parce que si on peut donner si on peut trouver de l'intérêt au sport, et si on en parle tellement, c'est qu'on ne comprend pas tant que ça, pas si bien que ça. Et notamment, cette extrémisation, elle vient beaucoup de la radio. Et on est quand même entré dans une ère des gueulards. Une vraie ère des hurleurs, des gueulards. Un ballon sort en touche, on se met à hurler. Enfin, oui, des choses de ce type-là. Il n'y a pas de hiérarchie, de discrimination. Et peut-être que s'il y avait un tout petit peu de subtilité ou de nuance dans la façon de raconter les matchs, ce serait bien. On n'est pas obligé de hurler immédiatement. Alors ça, c'est une chose. Après, il y a une autre démarche qui est la notion axiologique, comme on dit chez nous à l'université, c'est-à-dire attribuer de la valeur. C'est ça qui a changé. Maintenant, on juge. On met en demeure de juger telle ou telle chose, de la valeur ou des antivaleurs. Alors le courage, la rareté, la cherté, l'intérêt du match, tout ce qui renvoie à cette... même les antivaleurs comme les anti-héros, enfin, etc., etc. Et... voilà, le public maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'on le met tout de suite en situation, mais on demeure de donner un jugement immédiat. Ça, c'est quelque chose qui a peut-être changé. On ne lui laisse pas le temps de dire « j'ai rien compris, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a but, il n'y a pas but, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. » C'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'on exige de lui. Oui, c'est une mise en demeure. On l'a vécu là, par exemple, à l'occasion, à 2 reprises cette saison, le quart de finale retour, 8e de finale retour de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain face au Real Madrid et la finale de l'OM. Ensemble, on va le faire, c'était donc le hashtag, le slogan du Paris Saint-Germain pour retourner la tendance. Et donc en gros, il fallait qu'on soit tous supporters du Paris Saint-Germain, au même titre que le jour de la finale, c'était tous derrière l'OM. Et les médias ont, quelques jours avant, imposé cette histoire de le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, etc. On essaye de dicter des comportements et si vous n'êtes pas le supporter de l'OM le jour de la finale, vous êtes donc un mauvais Français et si vous n'avez pas supporté le Paris Saint-Germain, c'est donc assez scandaleux. Derrière tout ça, vous avez un joueur de foot absolument formidable, Meunier, qui il commente pas, il like sur Twitter une photo d'un tifo marseillais qui se fait défoncer la gueule. Donc on essaye même, pour aller dans le sens de Jean-François, non seulement de juger, non seulement de demander d'avoir un avis tout de suite et immédiat, mais on vous impose l'avis que vous devriez avoir. Moi, j'en sais rien si l'intégralité de la France devait ou pas être derrière l'Olympique de Marseille la semaine dernière en finale de l'Europa League. Oui. Qui je suis pour leur dire soyez ou pas pour l'OM. Moi, il se trouve qu'à titre personnel, je l'étais, mais pour des raisons qui me sont propres. Eh bien, on voit bien que, et ça va se produire avec l'équipe de France. Oui, il ne faut pas imaginer que... Il va y avoir une espèce de... Voilà, ça va être très difficile. Oui, disons qu'il ne faut pas imaginer que quand on parle de médias, on est dans une position critique, c'est très facile, dans une démarche critique des médias. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui apparaît parce qu'on parlait de l'aveuglement, on parlait des limites, on parlait des valeurs, on parlait finalement
d'une injonction, hein, une forme d'injonction à regarder les choses d'une certaine façon. Roland Barthes parlait de fascisme, hein, du langage, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis après arrivent les réseaux sociaux où effectivement c'est une sorte de déversoir, une lessiveuse, de déversoir où finalement tout s'écrit quasiment, mis à part quelques modérations, mais on entend. Ouais, on est dans une forme de tout ce. Vous avez une vision critique des réseaux sociaux l'un et l'autre? Mais elle est nécessaire, cette vision critique, comme elle est nécessaire pour la télévision, comme elle est nécessaire pour tout ce qui est l'expression de masse. Heureusement qu'on a une vision critique. Moi, mon principal problème dans les réseaux sociaux, c'est de faire en sorte que toutes les opinions se valent. Je ne pense pas. Je crois qu'il faut toujours savoir d'où on parle, qui parle et pourquoi il parle. Et ça, on ne l'a pas en 140 caractères, on ne l'a pas sur l'avatar ou sur la photo de profil de l'individu, on ne peut pas le savoir. Donc une opinion jetée comme ça, elle peut provoquer un buzz médiatique pendant plusieurs jours, alors que fondamentalement, il y a 4 mots, il y a une expression, Enfin voilà, moi c'est en ça que je pense que c'est formidable, les réseaux sociaux et Internet, mais il faut quand même les regarder avec beaucoup de distance. Si c'était de la modération, de la distance. Oui, comme on fait la distinction, parce que c'est toujours le travail de rendre les choses complexes comme elles doivent l'être, et non pas qu'on les réduise à leur apparence simple. Et notamment les réseaux sociaux, c'est là, c'est comme ça. C'est plus l'usage qui est à discuter que les réseaux sociaux eux-mêmes. Comme les médias, c'est plus l'usage que l'on en fait que les médias eux-mêmes. Enfin, à chaque fois, on évoque la notion d'usage et de responsabilité. Regardez un match de foot, imaginez que vous regardiez les 64 matchs en un mois, c'est énorme quand même. Il faut avoir du temps. 64... Ou alors il faut payer pour ça. Voilà. Alors, ça c'est un autre aspect, ça. Les 64 matchs, à raison de 3 matchs par jour, il faut avoir un temps. Enfin, en même temps, on a le temps pour regarder des séries complètes sur Netflix, etc. Mais c'est leur boulot. D'accord, ça c'est autre chose. Mais ça, c'est vraiment ça, cette idée de dire il y a l'usage. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est pas finalement la continuation du café du commerce, c'est-à-dire de parler de foot? Avant, on le faisait peut-être dans un contexte extrêmement limité. Aujourd'hui, ça prend une ampleur. Moi, je me surprends à regarder les commentaires, c'est-à-dire à ne même pas regarder l'article, à simplement regarder les commentaires. Parce que quelque part, on a des avis qui surgissent, qui sont parfois déplorables, détestables, mais qui informent d'une certaine manière sur une tendance, et donc. Qu'est-ce qui reste? Ah oui. Et voilà. À la fin, qu'est-ce qui reste? À part cette pulsion qui, par exemple, s'est mis à se déverser contre le plus récent, c'est Rabiot. Donc, mis à part ça, ou alors, si on prend Buffon, et par exemple, quand il a pris sa retraite, alors c'était magnifique, tout le monde était d'accord, il y avait un consensus, il y avait, comme dirait Chomsky, une fabrication du consentement. Tout le monde était d'accord, alors que moi, Buffon, s'il avait pu arrêter 1 an ou 2 ans avant, qu'on puisse se qualifier en 2006. Voilà. Mais ça, c'est mon avis. Mais la question est de savoir, c'est du consentement, c'est de la fabrication du consentement, c'est ça. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Chomsky qui le dit. Et c'est exactement ça, cette idée qui fait que... Voilà. Après, ce qu'a évoqué Nathalie, c'est... on est en train quand même, on évoquait de la passion. Moi, alors à mon niveau, c'est impropre de parler de moi, mais je ressens un désenchantement. Moi, j'aime moins le foot qu'avant. C'est vrai? Mais oui, j'aime bien jouer avec toi, j'adore. Mais regardez, il m'arrive de préférer lire un bouquin, d'aller au cinéma qu'avant. Mais avant, je me levais, c'était Saint-Étienne, ma journée était réussie, quoi. J'avais cet événement. Maintenant... C'est peut-être parce que tu as consommé, c'est un peu comme le Capital Soleil, je pense que tu as consommé ton Capital Passion, je pense. Parce que mon fils, par exemple, c'est-à-dire que le PSG, la passion... tout tourne, sa journée, tu viens d'évoquer, c'est ce qui me fait penser à ça, ma journée était réussie, lui, sa journée, elle sera réussie. Si Manuel Neuer va être titulaire, s'il y a un gros match le soir, il se prépare 3-4 jours à l'avance. Là, il a organisé tout son planning du mois de juin. C'est ce que j'ai dit, t'as raison. Parce qu'on est vieux un peu. Non, mais attends, il y a une chose qui moi, me semble importante. Moi, je m'estime à dire. Parce que je suis d'accord avec toi sur l'idée que quand il n'y a pas un match un soir un peu important à la télé comme ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a quelque chose qui me manque. On va le voir pendant le vrai symptôme, c'est à la fin du premier tour de la Coupe du Monde et le début du 8e. En général, il y a 2 jours. Et là, c'est la panique en fait. C'est-à-dire qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait pendant 2 jours en fait Alors qu'on devrait reprendre une activité absolument normale, etc. Et non, en fait.
On est re-rentré dans la fameuse lessiveuse et machine à laver. Voilà, la raison qui fait que moi je sens un désenchantement global. Parce que l'Italie m'a gagné pour le mondial. Je pense pas, moi aussi j'ai ça là, ça passe pas, qu'est-ce que tu veux J'ai pas entendu, j'étais venu. Et reprends-toi. Non, l'idée c'est quand même qu'on est en train de confisquer au grand public un spectacle universel. Il y a des choses quand même qui sont fondamentales. Je veux bien la loi du marché, je veux bien, etc., mais quand même, si on veut par exemple suivre la Ligue des Champions, si on veut suivre des matchs de foot, il faut débourser des sommes par exemple pour des foyers qui n'ont pas forcément les moyens. Et on ajoute ça à autre chose, et on ajoute ça à Netflix, on ajoute ça à machin. Attends, oui, d'accord. Enfin un débat. Jusque-là, on était d'accord, mais il reste 3 minutes. Ah bah voilà. Est-ce que c'est pas pour aller dans le sens de... Est-ce que c'est pas une vision intellectuelle? L'idée de visible et d'invisible. Voilà. Jean-François, pour aller voir des matchs, ça coûte extrêmement cher. D'accord, aller voir, acheter un billet, même pour aller voir un match de Ligue 2, il faut payer 10 balles. Voilà, bing, c'est 12 balles, ok, par mois. Pour voir l'intégralité d'une compétition exceptionnelle qui, tu en as parlé, la Ligue des Champions ou bien la Ligue Europa. Bon, gratuit, ça n'existe pas, la vie elle n'est pas gratuite. À un moment tu dis on rajoute, mais avant on rajoutait rien parce qu'on n'y avait pas accès, on ne pouvait pas les voir ces matchs. Moi j'aurais adoré avoir 10 ans aujourd'hui parce que j'aurais pu voir les matchs de la Juve tous les week-ends, parce que j'aurais pu voir les grandes stars au lieu de les attendre une fois tous les 4 ans. Donc non, c'est pas vrai qu'on est en train de confisquer, on l'a au contraire mis à disposition du plus grand nombre. Et par ailleurs, les grandes compétitions dites nationales, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est protégé même par un décret politique qui nous oblige, nous Français, à ne pas confisquer une compétition comme celle-là. Encore une fois. Donc, le dernier match, franchement, non, pas le dernier match. C'est pas vrai. TF1, c'est 28 matchs, par exemple, sur les... Eh ben, mais M6, c'est les autres. Ouais. M6, c'est tous les autres. Donc, c'est pas vrai. Ça, c'est un faux débat. Et accessoirement, on va faire croire à des gens que le plaisir, le spectacle, que les mecs qu'on va voir, c'est gratuit. Eh ben, moi, je suis pas d'accord. Parce que je milite pour que les artistes soient payés, pour qu'on ne télécharge pas de manière illégale. Payés, d'accord, mais pas... pas payés, mais pas 400 millions d'euros, 500 millions d'euros. C'est pas toi qui les payes, les 400 millions. Je sais, mais bon, si c'est pas moi, alors je suis tranquille. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas juste, que c'est un faux débat et que jamais on a au contraire autant mis à disposition un sport universel comme le football pour le plus grand nombre. Moi, passionné comme moi, pour moi, c'est une vision cosmétique du sport. Mais bon. Oui, je sais, il faut faire des je joue le rôle du passionné, mais c'est vrai. Oui, mais c'est comme ça. Et avant, c'était rien du tout. Personne. On a joué, t'as vu, le méchant et gentil. Donc Nathalie, pour les questions, on va attendre la fin de la deuxième. On va écouter les